Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet Blair Witch ou The Blair Witch Project en VO. C'est un film sorti en 1999 qui jouit de la fausse réputation d'être le tout premier film en found footage. Pour définir un peu ça, le found footage, c'est quand la caméra est intégrée à la diégèse, qu'elle fait partie de l'histoire. C'est un procédé peu coûteux, ce qui a permis au projet Blair Witch de faire partie des 20 films les plus rentables de l'histoire, puisqu'il n'a coûté que 60 000 $, ce qui n'est rien pour un long métrage. Il faut dire que faire un film coûte toujours très cher puisqu'il faut compter les salaires des acteurs, les salaires des techniciens, la location du matériel, les droits des musiques, etc. etc. À titre de comparaison, Conjuring a coûté 20 millions et le premier Saw, également réputé pour son petit budget, a coûté 1,2 million de $. Blair Witch est acheté par un distributeur pour une somme dérisoire et ses investissements se relèvent très fructueux puisque le film sort en salle quelques mois plus tard et rapporte 248,6 millions de $. Encore plus extraordinaire, le film est rentabilisé dans sa première semaine d'exploitation rien qu'aux États-Unis, alors qu'il n'est diffusé à ce moment que dans 27 cinémas. Ce n'est pas pour autant le premier film en found footage, puisqu'en 1980, Cannibal Holocaust narrait déjà une histoire fictive dans laquelle la caméra était justifiée par le principe d'un faux documentaire. À l'époque, le film a été pris tellement au sérieux que l'équipe avait dû démontrer au tribunal qu'il s'agissait de trucage en les reproduisant sur place et que les acteurs étaient pas vraiment décédés, qu'il s'agissait de fausses morts. En revanche, de nombreux animaux étaient vraiment morts pour le coup sur le tournage. Par la suite, on verra une bonne quantité de films d'horreur plus ou moins pertinents qui reprendront ce concept. On peut citer Rec, qui s'appuie sur le prétexte d'un reportage télé, Cloverfield, dans lequel un jeune homme scotché à sa caméra fait face à d'étranges événements, ou encore Paranormal Activity, dans lequel l'image de vidéosurveillance devient l'image du film. Ce dernier joue beaucoup sur ce qui se passe dans le sommeil de ses personnages, le spectateur est le témoin impuissant, c'est ce qui fait naître la peur. Notre ère du tout numérique a permis d'explorer encore le procédé du found footage en remplaçant la caméra que tiennent les personnages, comme par exemple une webcam dans Unfriended. Les moyens pour émerger un spectateur dans l'histoire ne manquent plus et les budgets sont de plus en plus abordables grâce aux nouvelles technologies. Paranormal Activity est sans doute l'exemple le plus criant, puisqu'il n'a coûté que 11 000 $. Il a été si rentable qu'un tas de suites, plus ou moins, mais surtout moins intéressantes, ont vu le jour. Les films ne peuvent plus que redoubler d'inventivité pour à la fois économiser en caméra prestigieuse et lumière soignée et proposer de nouvelles formes qui en disent beaucoup sur notre rapport aux écrans. Le sujet du found footage est très vaste et c'est un objet d'étude qui mériterait que l'on passe des heures dessus, mais ce n'est pas le but ici aujourd'hui puisque nous sommes là pour parler du projet Blair Witch, ou comment un film peut devenir une légende urbaine. Revenons en 1999 au festival de Sundance, un festival très connu qui se déroule chaque année aux États-Unis à Park City et Salt Lake City. Cette année-là, on distribue des flyers Missing qui présentent le visage de 3 étudiants supposés disparus en octobre 1994. Petit à petit, il se murmure qu'un film existe et qui retrace la disparition de ces jeunes. Il aurait été composé, comme le stipule un carton au début du film, de cassettes retrouvées 1 an plus tard dans une forêt. Ces cassettes contiendraient les rushs, c'est-à-dire l'ensemble des vidéos d'un documentaire jamais terminé. Voici l'histoire du film. Heather, une étudiante en cinéma déterminée, part accompagnée de 2 de ses camarades, tourner un documentaire sur la sorcière de Blair dans une forêt du Maryland. Petit à petit, leur exploration devient de plus en plus étrange. Les jeunes assistent à des phénomènes plutôt effrayants, quelque chose semble se tramer autour d'eux. Ils sont de plus en plus pris au piège de la forêt. Heather regrette, dans une scène très connue, d'avoir insisté pour faire ce documentaire. Elle estime que tout est de sa faute. Le film s'arrête net lorsqu'Heather fait face au danger, désormais seule. Tout est mis en œuvre pour faire croire à cette histoire. Tout a été imaginé pour trancher avec une fiction classique. Burkittsville, le lieu de l'intrigue, existe réellement. En 1998, les scénaristes et réalisateurs, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, produisent un faux court-métrage documentaire explorant la disparition d'enfants, revenant sur le cas d'une sorcière, Ellick Edward, qui aurait hanté la petite ville de Blair, enlevant des enfants et terrorisant des familles entières. La vie étant, selon ce documentaire, devenue impossible à Blair et les disparitions d'enfants étant trop fréquentes, les habitants auraient fini par l'abandonner. Des années plus tard, la ville aurait été réexploitée et serait alors devenue Burkittsville, mais il se murmure que des cas mystérieux de disparition se seraient encore produits.
Si Burkittsville existe réellement, rien ne prouve que son nom ait été un jour Blair, et il est impossible de vérifier toute trace de témoignage au sujet de cette prétendue affaire. Et si elle s'appuie sur des légendes urbaines et faits similaires survenus dans d'autres lieux, rien ne semble supposer que la légende de la sorcière, en particulier, existait avant l'apparition de ce documentaire. Les seuls faits historiques que l'on peut retrouver autour de Burkittsville sont des batailles qui ont eu lieu dans le coin lors de la guerre de sécession, une terreur certes plus réelle et qui prête moins à l'imagination que les supposés affres d'une sorcière. Au sujet de cette sorcière, les réalisateurs Eduardo Sanchez et Dan Myrick ont déclaré, dans une interview accordée à Vice en 2016, « On a étudié le folklore américain contemporain comme point de référence, notamment le triangle des Bermudes, cet endroit mystérieux où disparaissaient les gens, qui fait objet de beaucoup de thèses complotistes. Le folklore de la guerre civile, le folklore amérindien, autant d'éléments de l'histoire du pays qui ont enrichi l'univers que nous voulions créer. » Toujours dans ce même entretien, il précise qu'il était important pour eux que ce mythe de la sorcière semble ancré dans la réalité. C'est effectivement un point essentiel pour que le film fonctionne, son aspect très réaliste ne devait être gâché par des exubérances qui sortiraient le spectateur de cette expérience alors si particulière. Au début du film, le personnage d'Heather dit « Dans le cadre de la fiction, et au sujet du documentaire qu'elle s'apprête à tourner, je ne veux rien d'artificiel, ce que je vais éviter c'est les clichés. » Plus tard, lorsque la situation s'envenime, on entend un garçon dire au sujet de la caméra « Ça ne filme pas une réalité, mais une réalité filmée. » Ces phrases, a priori anecdotiques, parlent finalement très bien de la démarche du projet Blair Witch. Ajoutons à cela d'autres allusions à des légendes urbaines dans le film, comme cette habitante de Burkittsville qui dit avoir vu un documentaire sur les légendes urbaines du Maryland. On a alors là la recette d'une œuvre qui navigue sans cesse entre fiction et réalité, en s'appuyant sur des légendes. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai revu le film pour préparer cette vidéo, je n'avais à ma disposition qu'un DVD proposant de l'ADVF, et si le doublage français n'était pas si mauvais, le mixage, le son restait vraiment trop limpide. Et là où une technique hasardeuse a plutôt tendance à sortir de l'histoire, cette fois, cette limpidité sonore sortait un peu du concept. Outre sa légende construite de toutes pièces, le film Blair Witch Project soigne sa forme et adopte une méthode de tournage originale afin de paraître toujours plus authentique. Le script était très flou, laissant aux acteurs une grande part d'improvisation, ce qui permet, ou du moins en principe, un effet de spontanéité. Au lieu d'être derrière la caméra et de diriger les mouvements des acteurs, les réalisateurs s'en allaient et les comédiens se débrouillaient par eux-mêmes, avec les pistes contenues dans un court script qu'on leur avait donné au préalable. Heather Donahue, l'actrice principale du projet Blair Witch, avait été castée alors qu'elle faisait partie d'une troupe de théâtre et surtout avait fondé un collectif d'improvisation. Elle était donc bien familiarisée avec l'improvisation. Joshua Leonard, quant à lui, travaillait pour une boîte de production de films expérimentaux. La caméra embarquée semblait être pour lui, je cite, une expérience fascinante. Il avait également confié que sa consommation de drogue avait probablement altéré sur le fait de craindre un tel dispositif dans un milieu si austère. Au contraire, Heather Donahue était-elle plus méfiante, elle avait peur qu'on lui demande de pousser l'expérience un peu trop loin, de dépecer un écureuil, ou autre, mais ce ne fut pas du tout le cas. L'équipe suivait les acteurs dans leur aventure, les réalisateurs provoquaient eux-mêmes les bruits étranges qu'entendent les personnages, c'était en quelque sorte quelque chose de très artisanal. Alors à l'image, vous pouvez voir les documents et éléments du tournage que Heather Donahue a publiés il y a quelques temps sur sa page Facebook. Le film semble avoir été tourné dans un ordre chronologique, contrairement à beaucoup d'œuvres qui ne respectent en général pas l'ordre des scènes pour coller au décor, etc., autre impératif du tournage. Ici, la caméra avançait en même temps que les acteurs-personnages dans un décor naturel, il était donc plus simple de tout tourner dans l'ordre. De plus, les acteurs étaient de plus en plus épuisés au fur et à mesure du tournage, ce qui est assez normal. Les réalisateurs avaient, sans pour autant les torturer, légèrement altéré à leur confort pour les rendre plus grognons. Un safe word avait été mis en place au sein de l'équipe pour veiller à leur sécurité et leur consentement sur les conditions de tournage. S'ils souhaitaient arrêter une scène, ils pouvaient crier bulldozer. J'en profite pour préciser qu'à mes yeux, cette notion du consentement est très importante. Le travail d'un acteur est souvent difficile. Il ne faut pas que l'acteur en profite pour faire sa diva, mais il ne faut pas non plus que l'équipe en abuse pour maltraiter en quelque sorte l'acteur. Et je pense également que l'actualité nous a rappelé ces derniers temps, et à plusieurs reprises, que certaines actrices avaient été poussées à faire des choses sans leur consentement et que ça avait pris des proportions tragiques pour elles. Donc la mise en place de ce safe word bulldozer me semble tout de même assez primordiale.
Pour revenir au dispositif de tournage, le found footage est utilisé de façon maximale puisque la position du réalisateur s'efface totalement au profit du regard du personnage. C'est le personnage, et uniquement lui, qui semble choisir ce qui est montré. Les gestes sont plus maladroits, moins soignés, tout n'a pas forcément de sens et c'est l'effet recherché puisque les rushs d'un documentaire étudiant ne sont pas toujours bien beaux, bien lisses ou bien aboutis. Contrairement à une narration allant d'un point A à un point B dans lequel la mystère serait résolu, le projet Blair Witch navigue un peu dans tous les sens et conserve volontairement une part de flou. Il embrasse tellement le point de vue de ses personnages qu'il est impossible pour le spectateur d'en savoir plus qu'eux sur les événements. Comme la sorcière de Blair est supposée s'en prendre à des enfants, on retrouve, ce qui semble être, une nuit, des cris de bébé. Mais il n'y a jamais plus de détails puisqu'à l'instar des personnages, le spectateur doit volontairement rester perdu. Le found footage se laisse totalement porter par le principe de la subjectivité, c'est-à-dire une approche complètement personnelle du sujet, c'est là le contraire de l'objectivité. Esser et ses amis utilisent deux caméras, une RCA i8 camcorder en couleur et une Cinema Product CP16A en noir et blanc. La caméra i8 est un caméscope grand public qui permettait d'enregistrer les images sur une cassette i8. Sa définition était comparable au standard numérique de 560 x 480 pixels, On est donc loin des 1920 x 1080 auxquels on est aujourd'hui habitué. Je ne pourrais pas vous parler plus longtemps de ce format parce que je le connais très mal, pour pas dire pas du tout. Il me semble juste qu'il a vite été remplacé par la DV, Digital Video, apparue en 1996, qui est un format qui a tout de même été pas mal utilisé. À la base, je pensais même que le projet Blair Witch avait été tourné en DV, en partie en DV, avant de m'apercevoir que ce n'était pas possible puisque la DV était apparue après la sortie ou même le tournage du film. La caméra CP16A, pour revenir à celle-ci, est une 16 mm, elle utilise une pellicule qui peut rapidement s'avérer très coûteuse, d'où le noir et blanc qui était moins cher, et donc un choix assez logique pour un groupe d'étudiants fauchés. La première caméra sert à filmer le tournage comme un making-of, et la seconde caméra filme ce que les personnages souhaitent faire figurer dans leur documentaire. L'alternance entre ces deux caméras permet d'avoir un aperçu assez complet des mouvements des personnages et de leur but, à défaut de voir ce qu'il se passe réellement autour d'eux. Il n'y a jamais d'opposition entre un personnage de caméraman qui va toujours tenir la caméra et dont on ne verra jamais le visage, et les autres protagonistes. Les rôles sont sans cesse inversés et une mise en abîme est créée. Ce qui rend finalement l'utilisation de ces deux caméras si intéressante, c'est la façon dont le documentaire des jeunes, les images en noir et blanc, et leur making-of, les images en couleur, finissent par se confondre, mêlant le film et le réel, la fiction et la réalité, ou tout simplement, comme on le sait, la fausse légende et la vraie fiction. Le film est extrêmement sobre, les cartons de début ne se livrent à aucune tentative d'esthétique et les scènes d'action sont très mal filmées puisque la caméra est malmenée, les personnages tentant avant tout de sauver en toute logique leur vie. Ces derniers portent les mêmes noms que leurs interprètes, ce qui crée une confusion entre le personnage et l'acteur, nous encourageant à croire qu'il ne s'agit que d'une seule et même personne, donc pas des personnages mais de vraies personnes, victimes de phénomènes paranormaux et disparues depuis. En plus des flyers Missing distribués au festival de Sundance, il n'y a aucune promotion classique, les acteurs ne sont jamais présentés sur un tapis rouge, il n'y a pas d'interview, ce qui ne fait qu'augmenter le mystère autour des origines de ces supposées cassettes retrouvées. Un site est même créé pour promouvoir le film, mais à la place d'une liste de cinéma diffusant le film ou de photos promotionnelles classiques, on y trouve un texte décrivant d'étranges phénomènes et la biographie des personnes présentées en tant qu'équipe du film. Ce site ressemble, à mon sens, beaucoup à une sorte de page de crowdfunding comme on en trouve aujourd'hui, et on a vraiment l'impression qu'il s'agit de la création d'un groupe d'étudiants prêts à tourner un documentaire sur la sorcière de Blair. À l'époque, Internet n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de réseaux sociaux, et les phénomènes viraux passent avant tout par un bouche à oreille plus traditionnel. L'histoire va tellement loin que la mère des Ardenayou va jusqu'à recevoir des condoléances pour la supposée mort de sa fille. À part cela, les critiques encensent le film, et les spectateurs, attirés par cette grande curiosité, sont parfois un peu plus mitigés. Certains ont du mal avec la caméra tremblotante, ce qui peut provoquer des migraines et nausées involontaires, d'autres, en comprenant le concept, affirment avoir été victimes d'une supercherie. Il faut dire que ce projet aux allures punk n'avait pas forcément prévu un tel engouement et donc une telle visibilité par un public de masse. Selon Eduardo Sanchez, artisan, la société qui a produit le projet Blair Witch, a réalisé un sondage dans lequel 50% des personnes affirmaient croire en la légende de la sorcière de Blair. La campagne virale a donc eu un effet inespéré. Pourtant, on pouvait débunker le tout assez facilement avec un peu de recherche ou d'attention. Le générique de fin stipule bien qu'il s'agit de faits inventés,
Une bonne partie du tournage ne s'est pas déroulée dans la forêt mentionnée, même si personnellement je ne ferai pas la différence entre deux forêts. Et on ne trouve nulle part, à part dans les documentaires de Sansage et Merrick, des traces de la fameuse sorcière de Blair. Cela n'empêche pas les touristes d'un nouveau genre de se lancer à la poursuite de cette sorcière imaginaire et de vouloir, à leur tour, percer le mystère. Plus que la finalité, c'est l'aventure qui compte. Le marketing du projet Blair Witch vendait lui-même la fin de l'histoire, on supposait d'emblée que les personnages ne rentraient pas gaiement chez eux, puisqu'ils étaient censés avoir disparu. Plus que la finalité du récit, c'était le parcours qui intéressait le spectateur. À l'image d'un enquêteur, il savait déjà comment se finissait l'affaire, mais souhaitait savoir ce qui s'était passé entre la situation initiale et la supposée disparition des personnages. Le spectateur se retrouve comme inclus dans ce récit, et le film n'est finalement qu'un des matériaux destinés à faire naître une légende qui utilise tous les médiums à sa disposition. À ma connaissance, aucun autre film de found footage n'a réussi à avoir la même originalité et le même impact sur la pop culture que le projet Blair Witch. Heather Donahue a déclaré, toujours dans l'interview pour Vice déjà citée, « Tous ces nouveaux films de found footage sont des trucs industriels. Ce sont de vrais films, avec de vrais budgets. Ce n'a pas le même esprit punk que Blair Witch. On n'aurait pas pu faire Blair Witch avec des acteurs syndiqués. Il n'y avait pas de pause déjeuner. On tournait sans que personne ne nous dirige vraiment. C'était une réalisation sauvage. » Aujourd'hui, nous savons tous que le projet Blair Witch n'est qu'une fiction qui utilise sa forme pour créer un marketing d'avant-garde. Pourtant, on savoure toujours autant cette légende. Si nous devions retenir quelque chose de cette histoire, c'est qu'il faut toujours garder la tête froide et un sens critique afin d'éviter de partir à la recherche d'une sorcière dont la légende elle-même a été créée de toutes pièces. Mais il existe quelque chose de fabuleux dans le cinéma, la suspension consentie d'incrédulité. C'est ce qui va faire que l'on accepte une situation improbable que l'on ne cherche pas à tout justifier. Il est parfois bon de s'y abandonner quelques instants, même après la fin du film, pour se surprendre à rêver des prémices d'une légende urbaine. Merrick a dit au sujet de son film quelque chose que j'aime beaucoup. En tant qu'artiste, on fait ça en partie pour laisser une trace, pour influencer les gens, pour les toucher, et c'est ce qu'a fait Blair Witch. Je serai toujours reconnaissante d'y avoir pris part. On se souvient de moi grâce à ce film. Peu de réalisateurs peuvent dire ça. Le principe de la vidéo virale s'est depuis étendu au-delà des écrans de cinéma et a envahi la toile. On le retrouve un peu de partout, dans les vidéos de faits extraordinaires filmées avec un téléphone, dans les fictions expérimentales horrifiques disséminées un peu de partout sur YouTube, etc. Et s'il est important d'éviter les fake news et de ne pas se livrer à la transmission de hoax, on peut toujours profiter de l'inventivité de fictions inoffensives et parfois même excellentes. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les sources, j'y ai mis les liens vers plusieurs articles qui permettent de creuser un peu le sujet s'il vous intéresse. Il y a également des liens qui vous mènent à plusieurs vidéos, que ce soit YouTube ou pas, je vous laisse aller un peu creuser ça. Et pour ma part, comme j'ai fini de vous présenter ce film et son mystère, je vous laisse et je vous dis à bientôt.